Les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo avec un concept simple que vous avez vu dans le titre. On va voir une anecdote par club de Ligue 1. Voilà, depuis la création de la chaîne YouTube, à chaque fois que je lis des petites histoires marrantes sur tel ou tel club, je le note et bien souvent il n'y a pas assez pour faire une vidéo. Mais là, voilà, je me suis dit pourquoi pas tout regrouper dans une vidéo, ça peut être cool. Clairement, j'invente pas le concept des anecdotes, hein. Il existe, que ça soit sur des chaînes de foot, mais aussi sur tout un tas de sujets. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de le faire avec des clubs de Ligue 1 parce qu'il y a vraiment plein d'histoires, plein d'anecdotes complètement folles. Donc on va voir tout ça dans cette vidéo. C'est parti. En 1991, le Brest Armorique, qui deviendra plus tard le Stade Brestois, est en grande difficulté financière. Pire, il est même au bord de la faillite, à tel point qu'à l'issue de la saison 90-91, et malgré une 11e place en D1, il est relégué administrativement en 2e division. Et si à ce moment-là on craint un peu pour le futur du club, au cours de l'été, les Rouges et Blancs vont être touchés par un miracle, puisqu'un homme d'affaires très riche et un peu sulfureux, Charlie Shaker, décide de venir en aide au club en injectant plusieurs millions d'euros pour l'aider à survivre. Ouais, clairement le mec tombe du ciel, mais du coup il va injecter tellement de millions qu'il va permettre au président du club cet été-là de se faire plaisir et de bien renforcer l'équipe, et notamment au poste de gardien, où pour remplacer le départ de Bernard Lama, il fait venir un portier 5 étoiles, Sergio Goycochea. Alors je sais pas si ce nom vous dit quelque chose, mais ce gardien c'était vraiment pas n'importe qui. Il venait de remporter avec la sélection argentine et en tant que titulaire la Copa América, et un an plus tôt il avait même été élu meilleur gardien de la Coupe du Monde 90, une Coupe du Monde au cours de laquelle il a mené l'Albiceleste jusqu'en finale. Et ce qui est fou donc, c'est que cet été-là, cette pointure internationale rejoint la D2 et Brest. Le transfert est tout simplement retentissant. Mais malheureusement, ça va pas suffire à Brest, puisqu'en décembre de la même année, le club est placé en liquidation judiciaire malgré l'apport économique de son mécène, ce qui entraînera une exclusion du championnat pour le club, pendant que son gardien argentin, lui, fait ses bagages direction le Paraguay, après seulement 11 petits matchs joués en Bretagne. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi l'AS Monaco, qui appartient à un territoire qui n'est pas français, puisque Monaco est une principauté indépendante et souveraine, pourquoi l'AS Monaco joue dans le championnat de France contre des équipes exclusivement françaises? Moi aussi je me suis posé la question, et du coup la réponse c'est que, contrairement à d'autres principautés comme par exemple Liechtenstein ou Andorre, à Monaco il n'y a pas de championnat de football, il n'y a pas de coupe nationale, et surtout il n'y a pas de fédération de football qui existe. Et au niveau de la sélection nationale, oui, il y a bien une sélection nationale monégasque qui existe, mais cette équipe elle est ni affiliée à l'UEFA, ni affiliée à la FIFA, ce qui fait qu'elle a aucune valeur légale. Et du coup le club de Monaco, au moment de sa création, étant donné qu'il n'y avait aucune fédération qui existait dans la principauté, il a décidé de s'affilier pour des raisons géographiques mais aussi pour des raisons politiques à la Fédération française de football, mais il aurait très bien pu par exemple décider de s'affilier à la Fédération italienne et donc jouer en Serie A. On passe à l'anecdote suivante, et ouais, vous l'avez vu, j'ai changé de maillot, je me suis dit pourquoi pas mettre en lumière ces pièces de ma collection. En plus je suis supporter de Malherbe, une vidéo sur les clubs français, même si Caen est pas en Ligue 1, j'en ai profité pour sortir cette pépite. Et soyez pas surpris, dans la vidéo je vais alterner les maillots en fonction des anecdotes. Et du coup, pour revenir au LOSC, en 1954, l'équipe nordiste crée la surprise en remportant le 2e championnat de France de son histoire, au nez et à la barbe de l'excellent Stade de Reims. La performance est vraiment folle, et du coup au cours de l'été suivant, les dirigeants du LOSC, ils ont qu'une envie, c'est réitérer cet exploit et conserver leur couronne, et pour cela ils vont bénéficier d'un coup de pouce du destin lors du marché des transferts, puisqu'alors que leur vaillant défenseur central Cornelis van den Hart décide de partir, et dans le même temps il y a Joseph Zacharias, l'un des piliers de la sélection hongroise, qui à ce moment-là, je le rappelle, était l'une des toutes meilleures au monde, qui décide de fuir son pays en raison de la situation politique, et étant donné que lui il a envie de continuer à jouer au football, il propose tout simplement de devenir un joueur du club. Et évidemment, quand il y a un international de ce niveau-là qui vous offre ses services sur un plateau, c'est compliqué à refuser. Les dirigeants lillois, quand ils ont vu cette proposition, évidemment, ils se sont jetés dessus, ils ont accepté ce transfert, ils ont signé ce contrat, ils ont présenté le joueur à la presse, sauf que problème, pour le premier match de leur nouvelle recrue, les dirigeants ils vont se rendre compte qu'il y a quelque chose qui cloche. En fait, le joueur qu'ils ont recruté, il est tout simplement zéro, il est absolument nul. Et c'est normal parce qu'en fait, c'est pas du tout Joseph Zacharias qui vient de signer au LOSC. Non, c'est un simple légionnaire tchèque qui a déserté son armée et la guerre d'Indochine et qui du coup s'est fait passer pour le joueur hongrois. Sauf que sur le terrain, ça s'est remarqué directement et le joueur a été embarqué par la gendarmerie. En novembre 1983, le RC Lens affronte le grand Anderlecht en 8e de finale aller de la Coupe UEFA. Le match est très important, Bollaert est clairement chauffé à blanc, et pour cause, Lens ne reçoit pas n'importe qui, puisque les Belges sont tout simplement les tenants du titre, les champions d'Europe en titre, et comptent bien ce soir-là terrasser les 100 et or.
Pourtant, malgré la différence de statut des deux équipes, la rencontre est serrée, la rencontre est disputée. Les Lensois résistent parfaitement aux vagues offensives d'Anderlecht, jusqu'à malheureusement la 87e minute de jeu et l'ouverture du score des Belges. Le scénario est cruel et à ce moment-là, on va pas se mentir, il y a assez peu de personnes qui voyaient Lens pouvoir égaliser, sauf que à quelques secondes seulement de la fin de la rencontre, il y a l'impensable qui va se passer lorsqu'un défenseur d'Anderlecht fait une passe en retrait à son gardien, Jackie Munaron, qui contre toute attente rate son contrôle et laisse filer la balle dans son propre but. L'image est folle, le scénario est fou, le stade explose à ce moment-là, mais le plus fou c'est qu'en fait le gardien belge il a pas juste raté son contrôle. Non, quand on voit les images on se rend compte que cette passe en retrait elle a été déviée par un caillou lancé des tribunes, un caillou qui a donc dévié la balle et qui a trompé le gardien d'Anderlecht, qui s'en est ensuite plaint auprès de l'arbitre, mais bon il y avait rien à faire, c'était trop tard. Donc ouais, aussi improbable que ça puisse paraître, Lens ce soir-là a décroché au bout du temps additionnel un match nul grâce à un supporter qui a lancé un caillou et qui a dévié la balle. Une anecdote absolument phénoménale, même si ça n'a au final pas suffi pour Lens qui s'est finalement incliné 1-0 au retour. Si on se plaint souvent aujourd'hui des performances et des éliminations catastrophiques des clubs français en Coupe d'Europe avec des défaites contre Limassol, contre l'Astra Giurgiu ou même contre Vidéoton, il y a une époque où les équipes françaises elles étaient pas si mauvaises que ça en Coupe d'Europe, mieux, elles créaient très souvent des surprises et renversaient des gros, et c'est notamment ce qui s'est passé en 1965 avec le Racing Club de Strasbourg qui s'est offert une formidable épopée européenne, une épopée pourtant bien souvent oubliée. À ce moment-là, 5e du dernier championnat, les Racingmen affichaient un jeu offensif super attrayant qui leur avait donc permis de se qualifier pour la Coupe des villes de Foire. Et c'est dans cette compétition qui deviendra plus tard la Coupe UEFA puis l'Europa League que Strasbourg va enchaîner masterclass sur masterclass. Au premier tour d'abord, c'est le gigantesque AC Milan, vainqueur de la Coupe des clubs champions un an plus tôt, qui en fait les frais, 2-1 sur l'ensemble des deux matchs. Et si ce premier exploit est déjà formidable et déjà incroyable, le conte de fées strasbourgeois lui ne va pas s'arrêter là, parce qu'après avoir facilement sorti balle au tour suivant, les bleus et blancs vont faire mieux que de tenir tête au grand FC Barcelone, à tel point qu'après avoir fait 0-0 à l'aller, puis 2-2 au Camp Nou avant un nouveau 0-0 lors du match rejoué, Strasbourg a finalement sorti l'équipe catalane à la chance puisque ça s'est joué au tirage au sort. Une histoire et un parcours donc grandiose pour l'équipe de l'Est qui s'arrêtera malheureusement au tour suivant face au Manchester United de Bobby Charlton et de George Best. Si vous suivez assidûment la Ligue 1, vous le savez, ces dernières années, le Stade de Reims fait partie des clubs du championnat les mieux gérés, que ça soit sportivement, que ça soit économiquement, dans le mercato, etc. Il y a vraiment du super taf qui est fait là-bas. Sauf que ça n'a pas toujours été le cas à Reims, à tel point même que dans les années 90, en très grande difficulté économique, le Stade de Reims a été rétrogradé en DH, la 6e division française, ce qui à l'époque était une catastrophe pour un club historique français, un club double finaliste de la Coupe des clubs champions. Mais le plus fou dans cette rétrogradation, c'est qu'à ce moment-là, au moment où Reims s'est retrouvé en 6e division française, en plus de perdre son statut professionnel, le club a perdu son statut, son trône de meilleur club de football dans la ville des Rois, parce que pendant que le Stade de Reims s'est retrouvé en 6e division, il y a son voisin, le club du Reims-Sainte-Anne, qui lui évolue en CFA2, l'équivalent maintenant de la Nationale 3, donc la 5e division, et voir l'historique Stade de Reims ne même plus être le meilleur club dans sa ville, ça a été un choc, surtout que au même moment, la mairie de la ville a décidé d'autoriser Sainte-Anne à jouer dans l'antre du Stade de Reims, le stade Auguste Delaune. Ouais, clairement pas la période la plus glorieuse pour le Stade de Reims, tu te retrouves en 6e division et tu te fais voler ton stade par un autre club de la ville, mais bon, vous le savez, le football c'est bien plus que du sport, et malgré l'écart sportif entre les deux clubs de la ville, clairement le Stade de Reims c'est celui qui continuait d'attirer le plus de spectateurs par son histoire, par l'amour, par le lien qu'il avait créé avec ses fans de toujours, et c'est d'ailleurs grâce au soutien sans faille de ses supporters pendant ces années compliquées que peu à peu le Stade de Reims a remonté la pente pour dépasser dans un premier temps son concurrent local, mais surtout dans un second temps pour retrouver l'élite du football français en 2012 après 33 ans d'absence. Et justement, en parlant de Reims, ça me permet de te présenter le sponsor de cette vidéo, Menko. T'es à la recherche d'un premier emploi ou même d'un taf en parallèle de tes études, Menko est fait pour toi parce que c'est une agence d'intérim qui met en relation des entreprises avec des travailleurs motivés dans à peu près tous les domaines et pour des jobs en intérim, des CDD, des CDI et même des formations. Et ce qui est cool, c'est qu'en plus d'être présent un peu partout en France et notamment donc à Reims où ils viennent d'ouvrir une agence, Menko place vraiment l'aspect humain avant l'aspect professionnel pour créer un environnement de travail super sain. Bref, n'hésite pas, tout est expliqué sur leur site, le lien est en description, et en plus si tu taffes là-bas, tu peux ensuite parrainer un de tes potes et vous gagnerez tous les deux un bon d'achat. Bref, un grand merci à eux d'avoir sponsorisé cette vidéo, c'est important pour les gros projets de la chaîne et désormais on reprend les anecdotes.
Sadio Mané, Miralem Pjanic, Kalidou Koulibaly. Quand je pense au FC Metz, l'une des premières choses qui me vient en tête, c'est la qualité de son centre de formation et surtout la qualité des joueurs qui ont éclos au club. Mais pourtant, croyez-moi, le palmarès des joueurs formés en Moselle aurait pu être bien plus important. Car en 2005, alors que l'OL, Sochaux et Saint-Etienne l'ont jugé trop petit pour le football, y a un petit crack du ballon rond français qui s'apprête enfin à réaliser son rêve en rejoignant un club pro, le FC Metz, c'est Antoine Griezmann. Normalement c'est bon, je vous le confirme dans la semaine, mais nous devrions prendre votre fils. Vous pourrez venir le voir aussi souvent que vous le souhaitez. Il sera avec nous la semaine et rentrera en train le week-end jouer avec Macon. Ça, c'est ce que dit le responsable du recrutement messin au père d'Antoine Griezmann après plusieurs essais concluants. Et du coup, dans la tête de Griezmann, évidemment, c'est fait. Il va rejoindre le FC Metz. Sauf que, vous vous en doutez, les semaines sont passées et la famille Griezmann n'aura plus aucune nouvelle des dirigeants grenats. Un très très gros manqué donc pour le club messin, mais dans l'histoire de son centre de formation, c'est vraiment pas le seul. Parce que les dirigeants grenats, à l'époque, avaient déjà recalé une future star du football français, Michel Platini, en raison d'une capacité respiratoire jugée trop insuffisante. Donc message à tous ceux d'entre vous qui rêvent d'être footballeurs professionnels et qui ont été rejetés par des centres de formation, continuez à travailler et croyez en vos rêves parce que tout est possible. À Lyon, s'il y a une chose qu'on n'aime pas, c'est Saint-Etienne. Bon, je vous apprends rien, c'est le principe d'un derby. D'ailleurs, ce derby entre Lyon et Saint-Etienne est l'un des plus chauds en France. Mais pourtant, en octobre 1960, la rivalité a été mise entre parenthèses le temps d'un match de Coupe d'Europe. Les Gaunes disputent alors le premier match européen de leur histoire à l'occasion de la Coupe des villes de Foire. Sauf que, malheureusement pour le match aller, le gardien titulaire des Lyonnais, Aubourg, ne pourra pas être présent sur la feuille de match parce qu'il est appelé en équipe de France, tandis que son remplaçant, Claude Hugues, se blesse lui quelques jours avant la rencontre. Et sans aucun troisième gardien dans son effectif, l'OL se retrouve alors dos mur à l'aube de l'un des plus grands rendez-vous de son histoire. Et du coup, les dirigeants qui n'ont plus rien à perdre, ils vont tenter l'impossible en décidant de contacter leur ennemi, les dirigeants stéphanois, pour demander à ce que leur gardien, Claude Habb, qui était un ancien international français, soit prêté à l'OL le temps de la rencontre. Alors ouais, ça paraît fou, mais Saint-Etienne va accepter. Et du coup, 10 jours après avoir joué ce fameux derby sous le maillot stéphanois, Claude Habb joue donc en ce 12 octobre 1960 un match de Coupe d'Europe sous le maillot lyonnais, une histoire complètement folle qui malheureusement ne se terminera pas super bien pour l'OL puisque Claude Habb, après quelques parades, va rapidement se blesser et va donc laisser l'OL sans gardien couler en seconde période et s'incliner 3-1. Bon, j'adore le TFC, mais je pense que je vais choquer personne en disant que oui, le Toulouse Football Club ne fait pas partie des clubs français avec la plus grande histoire européenne. Il n'y a jamais eu vraiment d'épopée européenne complètement folle, même si cette saison ils font du bon taf en Europa League. Mais pourtant, aujourd'hui, les Violets ils peuvent tout de même se targuer d'une chose qui est assez exceptionnelle. Ils ont affronté au Stadium 3 des plus grands joueurs de l'histoire du football, et j'abuse même pas. Tout d'abord Pelé, alors âgé de 20 ans, qui est venu martyriser le TEF au Stadium à l'occasion d'une tournée européenne avec Santos, score final 3-0. La deuxième légende qui a affronté Toulouse au Stadium, c'est Johan Cruyff, lors d'un match amical face à l'Ajax en février 1982, un match qui verra les joueurs toulousains alors en D2 en prendre 9 dans la musette. Puis enfin, la troisième légende, et là c'est beaucoup plus glorieux pour les Violets, c'est Diego Maradona en 1986, pour ce qui constitue sûrement l'un des plus grands moments de l'histoire du TFC, une victoire au tir au but face à Naples, récent champion d'Italie, lors du premier tour de la Coupe UEFA, un exploit absolument phénoménal. « 1768 jours d'invincibilité. Entre mai 1976 et avril 1981, le FC Nantes reste invaincu à domicile pendant 92 rencontres. Un exploit historique, un exploit qui ne sera jamais égalé, mais un exploit surtout dû, à en croire l'entraîneur des Canaries de l'époque, à l'utilisation d'un sable magique. En fait, comme il l'a raconté quelques années plus tard, au moment de son arrivée sur le banc du FC Nantes, l'entraîneur Jean-Vincent reçoit par la poste un colis qui vient d'un fan du FC Nantes en provenance de Côte d'Ivoire, et ce colis contient deux choses, un sachet de sable et le mot suivant: tu sèmes ce sable devant les buts et tu seras protégé contre la défaite. La suite de l'histoire, vous la connaissez, l'entraîneur, même s'il y croit pas trop, il se dit que il risque rien à étaler un peu de sable devant ses buts, il fait, et au final ça va marcher puisque les Canaries, protégés par leur sable magique, vont réaliser cette incroyable série, empochant même pendant la période 2 titres de champion de France et une Coupe de France, jusqu'à ce qu'un jour, toujours selon la légende racontée par le coach Canary, les jardiniers du stade décident de changer la pelouse et donc, sans le savoir, d'enlever le sable, mettant ainsi fin à cette fantastique histoire.
Quand on évoque les équipes légendaires de l'histoire du football français, il y a une équipe qui revient souvent, c'est le fantastique Stade de Reims des années 50, avec ses mythiques Raymond Kopa, Juste Fontaine, Michel Hidalgo et leurs épopées européennes jusqu'en finale de la Coupe des clubs champions. Mais pourtant, on oublie souvent de mentionner qu'à cette époque-là, le Stade de Reims, il dominait pas largement le football français. Et pire encore, sur la scène nationale, ils avaient un grand rival qui les dépassait assez souvent, c'est l'OGC Nice. Et ouais, Nice, avec son équipe majoritairement composée de joueurs locaux, entre 1951 et 1959, c'est 4 titres de champion de France remportés, mais aussi 2 Coupes de France, et surtout un fantastique parcours en Coupe des clubs champions 1960, avec une victoire gigantesque 3-2 face au Real Madrid de Puskás, Gento, même Di Stefano, même si pendant cette rencontre, Di Stefano n'était pas sur le terrain. Ouais, 3-2 face au Real Madrid, c'est une victoire légendaire. Bon, les Aiglons s'inclineront malheureusement 4-0 au retour, mais je trouvais quand même intéressant et important de rappeler cette épopée fantastique et cette période dorée pour l'OGC Nice, une période dorée qui est assez souvent mise sous silence, mais à ce moment-là, l'équipe niçoise était vraiment une machine à gagner, avec des joueurs légendaires comme Pancho González, Victor Nuremberg ou encore Juste Fontaine. Et si Le Havre n'était finalement pas le club de foot le plus vieux de France? Bah ouais, on entend souvent dans les médias que le HAC est le doyen du foot français, le premier club de football créé en France, sauf que il y a beaucoup d'historiens qui ont étudié la question et qui remettent un peu en cause cette vérité. En fait, la majorité d'entre eux vont même jusqu'à remettre en cause la date de fondation officielle du club et affichée par le club, celle de 1872. Parce que oui, comme beaucoup de travaux de recherche l'ont montré, s'il y a bien un club qui a été créé au Havre en 1872, c'était pas un club de football. En fait, c'était un club de combination, un sport qui n'existe plus, mais à l'époque c'était un sport entre le rugby et le football actuel. C'était un sport un peu hybride qui jouait avec les mains et avec les pieds, mais du coup pas du tout du football. Et d'ailleurs, en 1922, donc à l'occasion des 50 ans du club, les dirigeants du Havre AC, ils se vantent pas d'être le club de foot français le plus vieux, mais bien le club de rugby français le plus vieux. Bref, vous l'aurez compris, les sources historiques s'accordent donc à dire que le HAC n'est pas né en 1872, mais plutôt en 1894, lorsque la section foot du Havre Athletic Club a été créé, ce qui, on va pas se mentir, est déjà très vieux, très ancien et place le HAC comme l'un des plus vieux clubs de foot français, mais pas le plus vieux donc, parce que ce titre, selon les historiens, il reviendrait au Standard Athletic Club, un club fondé en 1892 et qui possédait une section foot dès ses débuts et qui existe encore aujourd'hui. Perso, quand je pense à l'Olympique de Marseille, il y a vraiment un truc qui me vient en tête directement, c'est le Vélodrome et son ambiance incandescente. Et si depuis 2019, l'OM et son Vélodrome peuvent se vanter d'avoir la plus grande affluence du championnat, avec en moyenne plus de 50 000 pèlerins qui font le déplacement, ça n'a pas toujours été le cas, et en 1964, l'Olympique de Marseille a connu une période très compliquée, une période où elle a battu un record d'affluence, mais dans le sens inverse, dans le sens négatif, avec seulement 434 supporters lors d'une rencontre. En fait, pour vous donner le contexte, cette année-là, l'OM, récemment descendu en D2, était en grande difficulté financière. Au cours de l'été, l'équipe a dû vendre quasiment tous ses joueurs et se séparer de son entraîneur, à tel point que l'OM a été obligé de faire jouer quasiment que des joueurs qui venaient du centre, quasiment que des minots, sauf que contrairement aux années 80, là les minots ils vont pas du tout sauver le club, ça va être très compliqué sportivement, ils ont aucune expérience. Marseille se fait taper 5-1 en Coupe de France par les amateurs du Gazélec Ajaccio, ils prennent 8-0 contre les Girondins de Bordeaux, à tel point donc que pour la 27e journée de D2, seulement 434 spectateurs se rendent au Vélodrome pour la rencontre face à Forbach, soit la pire affluence de l'histoire du club. À Montpellier, si le cru 2011-2012 des Giroud, Yanga Mbiwa ou encore Younes Belhanda reste pour beaucoup la plus belle équipe de l'histoire du club et pour cause c'est la seule à avoir réussi l'exploit de remporter la Ligue 1, il y a quand même une autre saison où le MHSC peut se vanter d'avoir aligné une équipe de fous, un 11 qui était à l'époque composé de 3 légendes du ballon rond, l'icône maison Laurent Blanc, le turbulent Eric Cantona alors prêté par l'OM et surtout le récent ballon d'or sud-américain Carlos Valderrama. Ouais, en 1989, le Montpellier Payat Sport Club aligne ces 3 joueurs dans la même équipe. C'est hallucinant, surtout pour Valderrama, parce que pour lui, c'est sa première expérience en Europe. Mais pourtant, malgré ses noms clinquants, sur le terrain, ça va pas être une franche réussite pour Montpellier. Le Colombien, comme je l'ai dit, il avait jamais joué en Europe, donc il arrive sur un nouveau continent, c'est pas la même météo, c'est pas du tout le même rythme, et il a beaucoup de mal à s'adapter à ce nouveau championnat. En plus, le coach, il voulait pas de lui, Valderrama, il a surtout été recruté par le président pour donner un nom et faire connaître un peu le club de Montpellier, mais du coup, il est pas trop adapté à ses coéquipiers sur le terrain, si bien que Montpellier, malgré cet effectif de dingo et malgré un entraîneur qui entrera ensuite dans l'histoire du football français, Aimé Jacquet, ne termine qu'à une triste 13e place de Division 1, même si elle remporte tout de même une Coupe de France.
Et si je vous disais que la remontada du Barça face au Paris Saint-Germain en 2017 n'était pas la première subie par les Parisiens dans leur histoire. Parce que ouais, en 1997, Clermont, alors pensionnaire de 4e division française, réalise l'exploit de se qualifier pour les 8e de finale de la Coupe de France, où logiquement elle hérite au tirage d'un mastodonte, le Paris Saint-Germain de Paul Le Guen et de Rail. Vous vous en doutez, Paris est logiquement ultra favori pour cette rencontre. D'ailleurs, ça se passe plutôt bien pour le PSG, puisque l'équipe à la 68e minute de jeu mène logiquement 4-1, jusqu'à ce que la rencontre bascule complètement après un but clermontois à la 68e. Un but, puis un deuxième et un troisième, Clermont revient au score contre toute attente, puis renverse le club de la capitale au tir au but et file en quart de finale de la compétition, offrant alors au public l'une des plus belles remontadas de l'histoire du football français. À Lorient, ces derniers mois, on va pas se mentir, c'est pas la folie. En plus des résultats compliqués du club, le président lorientais est surtout très critiqué, notamment par ses supporters, pour avoir laissé entrer au capital du club un milliardaire américain déjà propriétaire de Bournemouth, Bill Foley, qui d'ailleurs n'a pas hésité lors des différents mercatos à vendre les meilleurs atouts lorientais. Et du coup, le président Loïc Ferry, un peu chahuté par les supporters, il a décidé en février 2023 de redorer son image auprès des fans lorientais. Et pour ça, qu'est-ce qu'il a fait ? À l'occasion de la rencontre entre Lorient et Ajaccio, il a passé la deuxième mi-temps au plus près des supporters, dans le COP, aux côtés des Merlus Ultras. Alors clairement, c'est bien pensé, l'image est forte, voir le président de ton club être parmi les Ultras, chanter pour le club, etc. C'est une super belle image, sauf qu'au final, cette stratégie de com, elle est un peu tombée à l'eau et c'est un peu retourné contre le président lorientais, parce que pendant qu'il chantait, il y a des Ultras lorientais qui ont profité pour coller sur le président des stickers avec écrit Foley out. Je le rappelle, Foley, c'est le nom du milliardaire qui a investi dans le club. Et évidemment, les images de Loïc Ferry avec cet autocollant collé sur lui ont fait le tour des réseaux sociaux. Ça a fait beaucoup de bruit, ça a même fait plus parler que le fait que le président vienne dans le COP. Et au final, ça a été un super coup de pub pour les revendications des Ultras et pour la lutte contre la multipropriété. À Rennes, chaque été à la fin du mercato, il y a un discours qui revient assez souvent dans la bouche des supporters de l'équipe, c'est que le président François Pinault ne dépense pas assez d'argent pendant le mercato, c'est qu'il n'y a pas assez d'investissement de sa part, et c'est vrai que quand on sait que le président rennais est tout simplement le 5e propriétaire de club de sport le plus riche au monde, on pourrait s'attendre à un peu plus d'investissement de sa part, mais pourtant il y a un été, un seul dans l'histoire du Stade Rennais, où le président François Pinault a vraiment fait craquer son PEL avec un mercato XXL lors de l'été 2000. À ce moment-là, pour faire passer un cap à une équipe tout juste 13e du championnat, et bien celui qui est devenu président du club seulement 2 saisons plus tôt décide de passer à la vitesse supérieure au cours de l'été et claque plus de 50 millions d'euros avec notamment les arrivées de Mario Hector Turdo du Celta Vigo, de César du PSG ainsi que de 3 joueurs en provenance d'Amérique du Sud, Vander, Luis Fabiano et surtout Lucas Severino, recrutés pour 21 millions d'euros. Un mercato à plus de 50 patates pour le 13e de Ligue 1, un Brésilien surnommé le nouveau Ronaldo recruté. On est clairement sur le mercato de la décennie cet été-là pour le Stade Rennais. Évidemment, tout le monde s'emballe, la presse s'emballe. D'ailleurs, cet été-là, Rennes est l'un des clubs les plus dépensiers en Europe et on attend évidemment beaucoup de l'équipe rennaise au cours de la saison. Sauf que, au final, malheureusement, à cause de la très grosse pression liée au montant des transferts, et bien la majorité de ces recrues vont échouer à Rennes, que ça soit Luis Fabiano qui va quitter la Bretagne dès janvier, que ça soit Turdo qui lui enchaîne les blessures et ne joue quasiment pas, ou que ça soit même Severino qui malgré son potentiel ne réussira jamais à atteindre le niveau qu'on lui promettait, ce dernier faisant même ses valises dès 2003 pour un championnat exotique, celui du Japon. Bon après, si la majorité des recrues ont été décevantes, Rennes n'a finalement pas fait une si mauvaise saison, puisque l'équipe est arrivée à la 6e place de Ligue 1. Et enfin, on termine avec une anecdote sur le Paris Saint-Germain qui, comme vous l'avez vu dans le titre, a eu une création assez particulière. Parce que ouais, dans les années 60, alors que les compétitions européennes se développent et commencent à acquérir une grosse notoriété, on voit pas mal de clubs provenant des grandes capitales européennes briller dans ces compétitions, enfin presque toutes parce que la capitale française, elle, ne brille pas, et pire encore, elle n'a pas de club à ce moment-là. Ouais, à Paris dans les années 60, il n'y avait pas de club de haut niveau, un comble pour la nation qui a donné naissance à la Coupe des clubs champions, et du coup, en 1969, il y a un référendum populaire qui est organisé dans la ville pour savoir si oui ou non les Parisiens veulent qu'un club soit fondé dans la capitale française. Et évidemment la réponse est sans appel, oui les Parisiens veulent un club de foot à Paris, et du coup dans la foulée du référendum, il y a un comité de direction qui est créé pour chapeauter donc la création du club, et après plusieurs semaines, plusieurs mois de recherche et de discussions, ils se retrouvent face à un mur, à une question qu'ils n'arrivent pas à résoudre, comment faire pour impliquer au mieux tous les fans de football parisiens dans ce nouveau club qui n'aura donc aucune histoire. Et ils ont beau réfléchir, eux ils n'arrivent pas à trouver la réponse
réponse adéquate, à tel point qu'au bout d'un moment, il y a un des membres de ce comité directeur qui décide de faire appel à une connaissance à lui pour avancer sur le sujet, et cette connaissance c'est pas n'importe qui parce que c'est Santiago Bernabéu, alors président du Real Madrid, club déjà multiple champion d'Europe à ce moment-là, et Bernabéu, quand on lui pose la question, il va donner une réponse simple mais pourtant super efficace, le modèle des socios. Clairement, l'idée est parfaite et n'aurait pas pu mieux correspondre à la situation, si bien que dans la foulée, il y a une contribution populaire qui est lancée pour aider économiquement à la création du club et ça va être un franc succès, ça va super bien marcher. Et quelques mois plus tard seulement, donc grâce à cette idée de Santiago Bernabéu, eh bien le Paris Saint-Germain est né.